Bonjour et bienvenue au Devoir des Anneaux, 10 minutes de Jeux olympiques livrés par l'équipe du Devoir tous les midis pendant les Jeux olympiques de Pyeongchang. Ici Valérie Duhem avec Carl Rétino-Parazelli. Salut! Salut! Aujourd'hui au menu, la blancheur des Olympiques, la nouvelle sensation sud-coréenne passe le balai et le Canada n'aura pas l'or dans ses deux disciplines de choix. Au hockey, les Canadiens ont bien tenté de revenir de l'arrière en troisième période contre l'Allemagne, mais ça n'a pas été suffisant. Ils ont été battus 4-3 en demi-finale. Le tournoi n'est toutefois pas terminé. Les Canadiens pourront encore décrocher la médaille de bronze. Pour ce faire, ils vont devoir battre la République tchèque, une des équipes surprises du tournoi. L'équipe des athlètes olympiques de Russie a gagné sa place en grande finale la nuit dernière. La finale se jouera donc entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne qui n'a pas été sur le podium au hockey depuis 1976, ça fait un petit moment. Si vous avez été choqué ou compréhensif devant le geste de la hockeyeuse canadienne Jocelyne Larocque, qui, aussitôt la médaille d'argent au cou après la finale gagnée par les Américaines, l'a retirée, sachez qu'elle s'est excusée aujourd'hui par voie de communiqué. Elle a argué, bien entendu, l'émotion du moment. Cette réaction-là fait pas mal jaser sur les réseaux sociaux. Ouais. Pas mal de gens l'ont trouvée arrogante ou irrespectueuse. Elle a dit que c'était vraiment sous le coup de l'émotion qu'elle voudrait revenir en arrière pour pas faire ça. Au curling, maintenant, l'équipe canadienne masculine a été défaite dans le match pour la médaille de bronze qu'elle disputait contre la Suisse. Avec l'élimination en ronde préliminaire des femmes, c'est la première fois depuis les Jeux de Nagano qu'aucune équipe canadienne ne monte sur le podium. Les deux équipes étaient d'ailleurs championnes en titre. L'honneur est sauf, toutefois, la médaille d'or qui a été gagnée à la toute nouvelle épreuve mixte par le Canada. S'il y a un aréna où les espoirs n'ont pas été déçus pour la délégation canadienne, c'est bien celui du patinage artistique. La Canadienne Caitlin Osmond a remporté le bronze à l'épreuve féminine, une médaille donc qu'elle ajoute à celle d'or gagnée par équipe. Elle a été battue par deux athlètes russes qui étaient, tu nous l'as dit déjà, Carl, virtuellement imbattables. On savait qu'elles allaient dominer la compétition avant les premiers coups de patin et ça a été le cas. Toutes les deux ont été pratiquement parfaites. Ouais, donc elle a maintenu sa place, là, ce qui est un bel exploit. Oui, complètement. Mais les émotions fortes, c'est vraiment du côté de la montagne que vous les trouverez si vous voulez revoir une épreuve qui a été disputée hier soir. Le doublé canadien en ski cross, Kelsey Surwa avec l'or et Brittany Phelan, c'est vraiment excitant. Même si, personnellement, quand j'ai revu la course, même si je connais le dénouement, j'ai de la misère à croire que ça va se passer comme ça parce qu'ils sont toujours sur le bord d'être en collision les unes contre les autres. C'est vraiment impressionnant. Oui, le parcours est tellement sinueux, il y a tellement d'obstacles. Juste le départ qui se fait à partir d'une plateforme de laquelle on tombe, ça vaut la peine. Vraiment, et les sauts sont longs, sont intenses. C'est vraiment c'est particulier, ça vaut la peine. Au départ, les Jeux olympiques devaient se disputer dans l'équité et l'harmonie, mais si on se plonge dans l'histoire des Jeux, Jean-François Nadeau, c'est pas exactement ça qu'on retrouve. C'est encore ce qu'on prétend. Hein? Quand le président du comité olympique a lancé les Jeux il y a quelques jours, Thomas Bach, il disait vous allez tous nous inspirer pour vivre en paix et en harmonie malgré nos différences. En pratique, ça résiste peu. C'est un leitmotiv qui est répété de longue date par le Comité olympique international, mais ça résiste peu à l'analyse. Bien sûr, ce sont des Jeux d'hiver. On peut concevoir que ce soit, par exemple, au chapitre de l'équité entre les différentes composantes, disons, ethniques de la planète. On peut concevoir qu'il y a a priori plus de pays du Nord qui soient représentés. Pourtant, il y a une volonté pour répondre à ce souci d'équité de faire en sorte que des pays de partout soient représentés. En pratique, qu'est-ce que ça signifie? C'est un peu étonnant. C'est-à-dire que dans plusieurs cas, puis on pourrait multiplier les exemples, on a affaire à des gens qui représentent des États, mais qui n'y vivent pas véritablement. Ou dans certains cas, qui n'y ont jamais même vécu. Absolument. Des gens qui sont nés de longue date, qui ont vécu, qui sont nés et qui ont vécu de longue date, par exemple, dans des pays qui sont devenus les leurs, littéralement. C'est le cas aux États-Unis, par exemple, de toute l'équipe officiellement nigérienne de bobsleigh, mais qui est essentiellement composée d'excellentes sprinteuses américaines, formées dans des universités américaines, entraînées dans des universités américaines, qui vivent littéralement aux États-Unis. Alors, il y a quelque chose d'un peu particulier. Puis c'est ce qu'on voit dans plusieurs sports, des athlètes qui n'arrivent pas parfois à se qualifier dans leur pays d'adoption, disons, et qui se tournent vers le pays d'origine pour avoir accès aux Jeux olympiques et pouvoir représenter des pays qui ne seraient pas représentés sinon. Oui, ce qui produit une sorte de fiction un peu étonnante au nom de cette supposée équité-là. C'est-à-dire que là, officiellement, pour les Jeux olympiques cette année, on avait 2952 athlètes inscrits officiellement. Là-dessus, 43 Noirs seulement, soit 1,45% du total. La question n'est pas
de savoir si ça a rapport à des jeux d'hiver, à des jeux d'été, ça pourrait être des jeux d'automne ou des jeux de printemps, si vous voulez. La question, c'est que pour obéir au leitmotiv des Olympiques, on est loin, loin, loin du compte. Ça nous rappelle, ça, que il y a très longtemps déjà, à l'origine des Jeux, il y a une forme de racisme qui est installée, qui est bien implantée dans les Jeux, dont on récolte peut-être, malgré nous, les fruits encore aujourd'hui. En 1904, aux Jeux olympiques de Saint-Louis, on a même organisé des compétitions séparées pour des gens qu'on jugeait inférieurs. Des Noirs, des Asiatiques, des Turcs, des gens d'un peu partout, des Autochtones. Qui compétitionnaient pas donc avec les Blancs, qui compétitionnaient entre eux. Oui, sous le regard, imaginez, de la science, pour bien montrer qu'ils étaient inférieurs. Et ça, ce n'était pas pour déplaire, il faut le rappeler, c'est douloureux quand on le rappelle pour les gens des Olympiques, sans doute, mais le père fondateur des Jeux olympiques, le baron Pierre de Coubertin, dont une rue porte le nom à Montréal, bien sûr, est lui-même un raciste avéré très, très fortement. Hein. Dans ses mémoires publiés à la fin de sa vie, en 1936, il dit « Les races sont de valeurs différentes. Hein. Et à la race blanche, dira-t-il, qui est jugée supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. Hein. » Il écrit ça à la fin de sa vie, juste après les Jeux olympiques de Berlin, dont il était un ardent supporter, au point même où il dira que si les Jeux de Berlin, je vous le rappelle, ce sont les Jeux qui sont coiffés, c'est toujours une ville qui est l'hôte des Jeux, mais dans ce cas-là, c'est très certainement le régime nazi qui en profite. Hitler est de toutes les photos, de toutes les compétitions, sauf par exemple quand un Jesse Owens, le coureur noir américain, remporte les épreuves. Il est si satisfait, Hitler, de ce que Pierre de Coubertin dira. De Coubertin dit: si les Jeux ont été un tel succès à Berlin, c'est à cause de l'enthousiasme que suscite l'hitlérisme. Hein? C'est quand même fort de café, disons. Et il sera si heureux de ça, Hitler, qu'il va proposer le baron de Coubertin au titre de prix Nobel de la paix, ce qui est déjà un peu particulier, être proposé comme candidat au prix Nobel de la paix par quelqu'un comme Hitler. De Coubertin va être aussi farouchement opposé à l'idée que les femmes puissent participer aux Jeux. Hein. Et dès le départ, il est contre. Il a toujours été contre, même lorsqu'elles finissent par être accepté aux Jeux à partir des Jeux de 1928. Il s'agit pour lui d'olympiades femelles inintéressantes, inesthétiques et incorrectes. Alors, disons qu'il y a quelque chose de pourri un peu au royaume des Olympiques à la base pour ce qui est de l'équité, qui est pourtant clamé comme un principe nécessaire et presque atteint à entendre le président. Ben oui, et la discrimination est très fortement interdite dans la charte olympique, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. C'est peut-être un reflet de nos sociétés. Peut-être. Merci Jean-François. Merci. Notre personnalité du jour aujourd'hui, c'est Kim. En fait, ça pourrait être n'importe laquelle des 5 membres de l'équipe sud-coréenne de curling féminine. Elle s'appelle Tut Kim, qui est... C'est pas rare, là. C'est un patronyme qui est très, très, très... C'est les Tremblay de la Corée. C'est les Tremblay de la Corée, bien dit. T'en as glissé un mot déjà, Carl, sur cette équipe-là. C'était vraiment pas prévu, mais elles ont dominé la compétition olympique jusqu'à présent. Elles se sont qualifiées d'ailleurs ce matin pour le match de la médaille d'or. Elles ont battu les Japonaises. Mais au-delà de leurs résultats exceptionnels sur la glace, elles sont en train de devenir un phénomène populaire en Corée du Sud. D'abord, les lunettes à la mode de la lanceuse Kim Yeon-jung qui ont vraiment fait jaser. Elle a aussi un regard déterminé qui change à peu près jamais sur la glace, à l'extérieur de la glace. Elle est très concentrée. Elle a un peu l'air d'un manga, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ses cris d'encouragement aussi vers ses coéquipières ont surpris puis ensuite séduit les Sud-Coréens. Ils se sont mis à se filmer en l'imitant dans toutes sortes de situations, en créant des courts-métrages d'animation qui la mettent en vedette. Et ces cris-là, en fait, eux, la Corée n'est pas habituée à consommer du curling. Donc pour eux, c'est très nouveau, là, les cris balai, balai, balai aux coéquipières. Ouais. On serait naïf de penser, c'est certain, que le fait qu'elle soit toute jeune et jolie n'a pas un impact sur la popularité. C'est sûr que c'est le cas. Il n'y a pas de tradition, comme je le disais, de curling en Corée du Sud. La plupart des spectateurs, découvrent ce sport
là, maintenant, pendant les Jeux olympiques. Si même au Canada, on se moque un peu gentiment du curling alors qu'on est habitué d'en voir, les Sud-Coréens font exactement la même chose. Hein. Jamais le pays a été décoré en curling sur la scène internationale, ni même dépassé la demi-finale dans une des 6 épreuves qui constituent le Grand Chelem du curling. Les 5 Kim viennent toutes de la même région de la Corée du Sud, où se trouve depuis 2006 seulement un centre de curling et c'est le premier au pays. Cette région s'appelle Uiseong et c'est aussi connu pour la production d'ail. Donc les curlers se font souvent surnommer les Garlic Girls, ce qu'elles n'aiment pas, J'imagine, oui. ou encore Team Kim. Entre elles, afin de pratiquer leur anglais, elles se sont donné aussi des surnoms basés sur leur déjeuner favori. Il y en a donc une qui s'appelle Crêpe et une qui porte le surnom d'une marque de yogourt. Encore une fois, c'est un autre élément qui les rend si sujettes à devenir des mèmes olympiques. Mais là, elles vont plutôt bien se défendre puisqu'elles vont gagner une médaille en curling. Là, elles vont devenir plus qu'un phénomène populaire, elles vont devenir des championnes olympiques peut-être. Carl, qu'est-ce qu'on surveille ce soir et demain? D'abord, ce soir de la planche à neige, c'est la finale du Big Air chez les hommes. Il y aura donc les premières médailles décernées dans cette discipline-là chez les hommes, parce que les femmes, ça s'est déjà fait plus tôt cette semaine. Mercredi soir, Laurie Blouin, la Canadienne, a chuté à 2 reprises, ce qui l'a empêché de monter sur le podium. Mais ce soir, donc, au Big Air, on a de très bonnes chances de médailles, parce qu'il y a pas moins de 3 Canadiens qui sont en finale. Et pas n'importe qui. Qui sont tous possiblement prétendants au titre. D'abord, Max Parrot, qui a terminé 2e au slopestyle à Pyeongchang. Il a été gagnant du Big Air lors des 3 derniers Jeux extrêmes d'hiver, donc les X Games. C'est un favori pour l'épreuve, évidemment. Il y a également Sébastien Toutan et Mark McMorris, qui ont tous des podiums au cours de leur carrière en compétition internationale au Big Air. Et Mark McMorris, en passant, il a gagné le bronze au slopestyle. Et juste sa présence en finale du Big Air, c'est un exploit en soi. Parce que je vous le rappelle, il y a 1 an, il a subi un grave accident en planche à neige. Fracture de la mâchoire, du bras gauche, des côtes, affaissement du poumon gauche. Et là, 1 an plus tard, il est sur la piste pour cette épreuve-là. Assez exceptionnel. On verra donc ça ce soir à partir de 20h. Toujours en planche à neige, c'est le slalom géant parallèle qui débute, parce que même si les Jeux achèvent, les athlètes de cette discipline-là entrent en action. Il y a notamment le Canadien J.C.J. Anderson qui sera là. 42 ans, ce monsieur-là. Il en est à ses 6e Jeux olympiques d'hiver, ce qui est un record pour un athlète canadien. C'est impressionnant, là, depuis Nagano 98. Il a participé à tous les Jeux olympiques depuis que la planche à neige est à ses Jeux. Donc, il est vraiment un ambassadeur de son sport. Il avait pris sa retraite, en fait, après l'or gagné à Vancouver en 2010, mais il a décidé de revenir pour 2 choses. Pour l'amour du sport, dit-il, mais aussi pour compétitionner avec les planches qu'il conçoit lui-même. Il n'a pas des résultats aussi concluants, aussi constants qu'avant dernièrement, mais il a quand même gagné une première place lors d'une épreuve de Coupe du Monde en Bulgarie disputée le mois dernier, donc ça promet quand même pour la compétition. Et je vous rappelle, le slalom géant parallèle, en gros, ça consiste en différentes courses où 2 compétiteurs sont sur la même piste et tentent de franchir la ligne d'arrivée le plus vite possible. C'est assez spectaculaire. Donc ça débute à 19h30 cette épreuve-là et la finale aura lieu vers minuit 30. Cette nuit, il y a du ski de fond, le 50 km classique chez les hommes. Et là, c'est vraiment la dernière chance de médaille olympique d'Alex Harvey à Pyeongchang et possiblement en carrière, parce qu'il a déjà dit qu'il songe à prendre sa retraite après les finales de la Coupe du Monde qui auront lieu à Québec au printemps 2019. Donc pendant ces jours, on peut dire qu'Alex Harvey a connu des hauts et des bas, parfois pas très loin du podium, mais une bonne course quand même. Il a dit qu'il lui reste encore de bonnes jambes. Donc, ça peut encore aller. Et la bonne nouvelle, c'est que le 50 km classique, c'est la distance sur laquelle il a remporté l'or en Finlande l'an dernier lors des championnats du monde. Donc, c'est une distance qu'il aime bien. La course débute un peu tard, c'est à minuit, mais ça devrait être assez intéressant à suivre. Et demain matin, finalement, c'est aussi la dernière chance de médaille à Pyeongchang de la patineuse de vitesse longue piste Ivanie Blondin. Elle a terminé 6e aux 3000 mètres, 5e aux 5000 mètres, 4e à la poursuite par équipe. Donc là, si la tendance se maintient, elle va faire mieux qu'une 3e place. Donc une 3e place ou mieux peut-être lors du départ groupé chez les femmes qui aura lieu demain. Et en passant, c'est une épreuve assez impressionnante parce que, contrairement aux autres épreuves où les patineuses sont 2 sur la piste, donc dans des couloirs parallèles, là, on est jusqu'à 12 patineuses à la fois sur la glace. Et c'est avec un système de points. Il y a des sprints à certains tours. Et c'est ça. Ça donne lieu à des courses plus enlevantes, à mon avis. Et Ivanie Blondin, elle, aime bien cette épreuve-là. Elle a terminé 2e au championnat du monde en 2015 et première en 2016.
Donc, cette chance de médaille sera peut-être la bonne pour elle. Les demi-finales, ça commence à partir de 6h et la finale, si Mme Blondin s'y rend, c'est à 7h30. Merci beaucoup. T'en as parlé un petit peu plus tôt, là, il reste des épreuves de snowboard. Si vous avez regardé les épreuves qui sont jugées tout au long des compétitions, vous trouvez peut-être, comme toi et moi, Carl, en fait, que les analystes lorsqu'ils nomment les sauts, ça sonne comme s'ils inventaient des mots. Hein? On a beaucoup de misère à suivre. C'est en anglais, en plus. Mais si vous trouvez ça comme nous, vous n'êtes vraiment pas les seuls. BuzzFeed, le site BuzzFeed l'a remarqué aussi. BuzzFeed, on sait qu'il y a une couverture olympique assez complète. Le site a créé une espèce de quiz où on nous demande en fait de deviner si un mot est vraiment le nom d'un saut ou pas. Je vous vendrai pas trop la mèche, mais... Un exemple, non? Ben, aucun saut ne porte le nom d'un certain sandwich avec à l'intérieur une certaine sorte de viande. Mais par contre, il y a un mouvement qui s'appelle comme un déjeuner sucré aux couleurs flamboyantes, mais c'est pas très nutritif. Des Fruit Loops? Non, mais pas très loin, pas très loin. Mais je veux que vous appréciez bien le quiz. C'est quand même amusant. En plus, vous pouvez pratiquer votre nouveau vocabulaire là, ce soir en regardant le Big Air. Voilà, c'est tout pour le Devoir des Anneaux. Merci, Carl. Merci, Jean-François Nadeau. Merci, Guillaume Levasseur au son. On se retrouve demain.